Nous allons parler donc du chapitre suivant de géographie qui s'intitule donc les espaces à faible densité ou bien également appelés les espaces peu peuplés de la France. Alors, il existe premièrement, je dirais, trois grands types d'espaces à faible densité ou peu peuplés. Donc, vous imaginez qu'ils sont bien localisés dans des zones bien précises. Donc, dans un premier temps, comme vous pouvez voir ici, il s'agit en partie de ces espaces à faible densité. On ne trouve premièrement des campagnes qui sont éloignées des villes. Principalement, si vous localisez par rapport à la France, vous voyez qu'il s'agit des espaces qui correspondent au croissant périphérique, excusez-moi, qui correspondent à la diagonale du vide. Ensuite, vous trouvez d'autres espaces, donc au centre de la France, et qui peuvent être des espaces qui sont au contraire éloignés de voies de communication et de littoraux. Ces espaces, en gros, c'est des espaces qu'on dit des espaces enclavés, c'est-à-dire qu'elles sont ni proches, comme vous le voyez, de côtes, ou qui ne sont pas proches de voies de communication. Donc, en gros, ils sont un petit peu au milieu de rien. Et enfin, vous trouvez un troisième type d'espace à faible densité, qui sont bien sûr les montagnes ou les zones de montagne avec un relief et un climat difficile. Vous commencez déjà à vous imaginer pourquoi est-ce que ces espaces sont à faible densité. Donc, le premier, c'est des campagnes. On va expliquer pourquoi. Les montagnes, c'est parce que l'accès est difficile et le climat n'aide pas. Et enfin, les zones qui sont ce qu'on appelle des zones enclavées. Ensuite, comme vous pouvez voir, ces espaces à faible densité ont une place importante dans l'espace. C'est-à-dire que, si vous voyez, les espaces à faible densité correspondent à 42% du territoire français, c'est-à-dire de toute la France. Le reste de la France, on trouve 58%. Donc, quelque part, vous voyez que ces espaces à faible densité occupent quand même une partie importante du territoire. En ce qui concerne la population qui l'habite, donc on estime que des alentours de 90 millions d'habitants que possède la France, les espaces à faible densité varient entre plus ou moins 4 millions d'habitants dans ces espaces. Vous voyez? Donc, les pourcentages sont un petit peu différents. Également, autre caractéristique de ces espaces à faible densité, c'est que justement, les habitants qui vivent par kilomètre carré, donc l'habitat par mètre carré, n'est pas nombreux. Comme vous le voyez ici, la densité moyenne par habitant dans ces espaces est de 30 habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire pas beaucoup. Ces espaces à faible densité, malheureusement, ont des contraintes diverses. Moi, je vous en ai choisi 4, mais vous pouvez très bien en trouver d'autres. Alors, l'une des premières contraintes qu'a connu ces espaces à faible densité à partir, on va dire, des années 80, 90, c'est un exode rural très fort. Si vous vous souvenez, en partie, c'est dû à la métropolisation du territoire. Dans les grandes métropoles que vous avez déjà étudiées, eh bien, vous trouvez des espaces, des villes avec des grandes offres de travail. Donc, on peut y travailler. Donc, on trouve du travail. Et les jeunes s'intéressent de moins en moins à vivre dans ces zones où un petit peu où il n'y a rien. Donc, d'un coup, une des premières contraintes, c'est que la population jeune quitte ces espaces à la recherche de travail et de loisirs. Donc, on ne va pas trouver beaucoup de jeunes à cause de cet exode rural. Autre grande contrainte, comme vous le voyez ici, c'est que bien évidemment, ce type d'espace, il manque de services, par exemple des hôpitaux proches, des gares, des aéroports, donc tout ce qui concerne services ou voies de communication. Donc, c'est pas évident. Ensuite, autre contrainte de ces espaces,
c'est bien évidemment la population qui vieillit. Puisque tous les jeunes et les actifs s'en vont, eh bien, on trouve une population de plus en plus vieille. Par conséquent, elle ne dynamise pas vraiment l'espace. Et enfin, une autre contrainte à considérer, c'est ce qu'on appelle la déprise agricole et les terrains en friche. C'est-à-dire que le métier d'agriculteur aujourd'hui, dans ces espaces en plus, est de moins en moins valorisé et du coup, moins de personnes qui travaillent, moins de personnes qui sont intéressées par le métier d'agriculteur, en tout cas dans les espaces à majorité agricole, et du coup, moins d'actifs, moins d'agriculteurs, ce qui laisse des espaces qu'on appelle en friche, c'est-à-dire une friche, donc c'est un terrain dépourvu de culture et qui est abandonné. Donc vous voyez, ces espaces à faible densité ont énormément de contraintes. Donc on comprend quelque part, quelquefois, pourquoi les gens s'en vont et pourquoi il y a une perte de dynamisme. Pourtant, ces espaces possèdent des atouts. Ces atouts, justement, pour éviter et faire face à ces inégalités, à ces contraintes, vont être mis en place par le Conseil régional, avec des aides de l'Union européenne et éventuellement avec l'aide du gouvernement. Donc, quelles sont les dynamiques territoriales qu'on retrouve dans ces espaces à faible densité et quels sont les atouts? Donc, par exemple, une des solutions pour les dynamiser, c'est proposer, par exemple, de nouveaux types d'activités et de nouveaux types de dynamisme. Ce développement, je dirais, de nouvelles dynamiques territoriales, c'est-à-dire un renouveau du territoire basé sur de nouvelles activités économiques, c'est ce qui va se passer dans ces espaces à faible densité. Donc, par exemple, on pourrait évoquer de nouvelles industries agricoles, c'est-à-dire que dans ces espaces, on aura envie d'installer des pôles, des emplois nouveaux avec une agriculture, disons, plus spécialisée qui va donner, une compétitivité à ces régions. Je m'explique. Par exemple, dans ces nouvelles dynamiques agricoles, certaines régions vont mettre, par exemple, une grande importance à l'agriculture biologique ou à l'agriculture raisonnée. Par exemple, ils vont jouer sur ce que vous aviez déjà trouvé, sur la labellisation. Donc, on va chercher des produits qu'on appelle du terroir pour pouvoir les vendre, que ce soit dans la région ou que ce soit dans les grandes aires urbaines. Par exemple, je vous donne un exemple, vous le traiterez plus tard, on va chercher du fromage bio du Cantal, des vaches du Cantal. Donc, tout ce qui est produits agricoles régionaux va être mis en valeur et va être labellisé pour pouvoir, au contraire, essayer de redynamiser l'agriculture avec des standards plus de qualité, par exemple. Ensuite, un autre aspect, je dirais, intéressant, c'est mettre en place de nouvelles dynamiques touristiques. Par exemple, vous avez bien compris que ces deux espaces, l'un des atouts majeurs est les paysages, la beauté des paysages, la diversité de paysages. Et donc, du coup, on peut développer ce qu'on appelle du tourisme vert. C'est-à-dire, c'est des activités touristiques. On va accueillir des gens qui viennent un petit peu partout de la France, de l'étranger ou de l'Union européenne pour visiter des forêts, des lacs, faire des randonnées dans la montagne, etc. Donc, pour essayer de attirer un petit peu plus de population, de touristes, pour pouvoir s'en sortir économiquement. Ça, donc c'est une deuxième option. Et puis, un autre de ces atouts, bien sûr, c'est l'espace, évidemment, et la diversité. Par exemple, en partie, dans ces espaces, ces espaces calmes, pas forcément chers, va attirer beaucoup de personnes, donc qui sont attirées par le pittoresque et la ruralité. C'est-à-dire, c'est des gens des villes qui vont vouloir venir s'installer dans ces régions pour leur calme. C'est ce qu'on appelle les néo-ruraux.